Les mises en page réactives vous permettent de concevoir des expériences qui ont l'air bien sur tous les types d'écrans. C'est presque comme si l'interface savait comment réagir lorsqu'elle détecte un changement dans son espace numérique. Si vous voulez atteindre le maximum d'utilisateurs, vous devez vous assurer que votre interface est suffisamment intelligente pour se pousser à faire le meilleur usage de l'espace disponible. En tant que designer, il y a un concept qui est extrêmement important lors de la conception d'applications réactives, et c'est le concept de contrainte. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment fonctionnent les contraintes sur Figma. Comment simuler plusieurs points d'arrêt dans un seul cadre à l'aide d'un plugin gratuit appelé Responsive. Si vous débutez, ne vous inquiétez pas. Cette vidéo est vraiment logique. Il s'agit de comprendre un concept très fondamental. Ne vous tracassez pas si ça semble technique. Après avoir vu cette vidéo, finalisez les 2 listes de lecture Figma partagées dans la description. Cette vidéo est recommandée pour les designers débutants et avancés. Si c'est votre première visite ici, ne vous inquiétez pas, visionnez la vidéo complète et consultez les playlists mentionnées dans la description. Pendant toute la session, je mentionnerai quelques raccourcis. En fait, si vous voyez mon curseur, dès que je clique sur quelque chose, vous saurez si c'est un clic gauche ou un clic droit. Si je tape quelque chose, disons simplement que je sélectionne ce cadre ici et que je fais Shift. 2. Vous pouvez voir quelle touche j'ai appuyée dans le coin inférieur droit. Il y a une totale transparence. Impossible de manquer quoi que ce soit. Ce serait génial si vous pouviez documenter tout ce que vous apprenez sur un morceau de papier, ou simplement ouvrir un document Notion, parce que c'est ce que je fais. Alors sans perdre plus de temps, commençons donc à mon avis. Les contraintes sont l'une des fonctionnalités les plus puissantes que nous avions sur Figma. Cela prend un peu plus de temps, mais à long terme, vous finissez par économiser beaucoup, et beaucoup de temps. Discutons simplement pourquoi j'utiliserai même des contraintes. Je vais cacher mon interface et passer en mode plein écran. Vous pouvez le faire en appuyant sur commande / si je sélectionne le nom de mon cadre qui est dans le coin supérieur gauche. Et appuyez sur Shift 2, je vais adapter mon cadre. Si j'appuie sur N, je passerai au cadre suivant. Si je fais Shift N, je reviendrai au cadre précédent. Je vous informe car ça facilite le transfert, donc j'ai choisi un cadre pour l'instant. Vous pouvez voir de nombreuses options sur le côté droit. Mais en dézoomant et en appuyant sur la touche A, le menu à droite change. Et il y a quelque chose appelé un cadre. Et juste en dessous du cadre, il y a un tas de recommandations que Figma me donne. Disons simplement que je veux créer quelque chose pour un iPhone. Ou pour un Android, donc il a beaucoup d'options. Et il indique également la résolution sur le côté droit. Maintenant, il y a quelque temps, nous n'avions que quelques appareils. C'est vrai, mais maintenant nous avons divers écrans. Il est très important que le produit que vous fabriquez soit suffisamment intelligent pour se modifier lui-même lorsqu'il passe d'un appareil à un autre. Donc, votre application devrait fonctionner sans souci sur Android, iOS, le web et toutes les plateformes. Comment cela fonctionne-t-il même? Nous allons donc choisir une étude de cas ici. Supposons simplement que je crée une application qui vendrait mes cours de design et je veux vraiment une interface où je peux dire aux gens quels sont les cours que j'ai, quel type de personnes sont éligibles pour regarder ce cours et une petite description à ce sujet. Alors comprenons simplement. Laissez-moi minimiser ma vidéo ici. Essayons simplement de comprendre un concept très intéressant. De cadre et de groupe. Donc c'est une carte qui parle de mon cours, et il y a 5 éléments clés dans cette carte entière. Il y a une image qui ajoute un peu de marque à l'ensemble. Il y a une étiquette qui vous indique si cela est applicable pour un débutant ou intermédiaire, le titre du cours, une petite description et quelque chose connu sous le nom de CTA, qui est un appel à l'action. En cliquant dessus, la page du cours s'ouvre. Maintenant, j'ai arrangé tous ces éléments en utilisant un cadre sur le côté gauche et en utilisant un groupe sur le côté droit. Quand je l'étire, vous vous rendrez compte que tout va bien, en atteignant le point de médian. Mais quand je dépasse une taille spécifique, quand je tends cette carte verticalement, vous vous rendrez compte que tous les éléments à l'intérieur de mon cadre restent assez cohérents, alors que les choses dans mon groupe ne sont pas du tout cohérentes. C'est presque comme si un tas de choses avaient changé de manière aléatoire. En regardant mon cadre, c'est comme si les éléments savaient comment bouger, réagir lorsque j'ajuste la taille. Le cas d'utilisation pourrait être pour un écran étroit,
un écran très large ou essentiellement un iPad. Il y a de nombreuses façons d'utiliser ces cartes, alors plongeons-y tout de suite. Lorsque vous créez un cadre sur Figma, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose appelé « contrainte » sur le côté droit. J'ai créé une forme dans ce cadre dès sa sélection. Il y a ce menu sur le côté droit. J'ai pris une capture d'écran de tout ce menu et je l'ai collé ici. Éliminons simplement tous les détails superflus pour un moment. Supprimons cela afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Maintenant, il y a deux choses, deux propriétés que je dois définir lorsque je travaille avec des contraintes. La première est la contrainte horizontale. La deuxième est la contrainte verticale. Faisons un nouvel exemple. Je vais faire un cadre, le rendre légèrement gris, mettre un rectangle, centralement aligné en haut. Faisons le rayon comme 5. Faisons-le. Et aussi ne vous inquiétez pas si vous vous dites « Oh, qu'est-ce que ce gars fait en ce moment ?» Vous n'avez pas besoin d'apprendre autre chose que le concept de contrainte. Cool. Donc, disons simplement que c'est un bouton en haut de mon écran, d'accord, et je suis content de cela. Mais que se passe-t-il si je finis par étirer cet écran horizontalement? Que se passe-t-il si j'étire cet écran à la verticale? Comment le bouton réagirait-il? Je ne souhaite pas qu'il reste en haut à gauche. C'est là que les contraintes interviennent. Supposons simplement que j'ai sélectionné mon rectangle dans le cadre. Si je définis ma contrainte horizontale comme à gauche et à droite, cela signifie essentiellement que cette partie de ma carte et le bord de mon cadre restera toujours à une distance égale. Cette distance restera toujours la même. Maintenant, si je duplique ce cadre et augmenter cette carte, vous réaliserez que le bouton répond maintenant, disons simplement que je décide de faire rester ce bouton au centre, ne pas vraiment s'étirer mais rester au centre, je basculerai à gauche et à droite et en ferai une contrainte horizontale centrale une fois que je fais ça. Maintenant, lorsque j'étire ma toile, le bouton reste toujours au milieu. Il y a maintenant beaucoup de choses que vous pouvez faire avec ça. Disons simplement que je veux que ce bouton reste en haut, dans le coin gauche. Donc si je fais la contrainte horizontale à gauche, et ensuite je prends une copie et l'étire horizontalement, le bouton reste à gauche. Si je reprends ce bouton, encore une fois, fais la contrainte horizontale à droite, je vais en faire une copie, l'étirer à nouveau et vous vous rendrez compte que le bouton reste à droite. Donc en gros, vous dites au bouton que mec, si je déplace des choses sur une échelle verticale, sur une échelle horizontale, tu dois savoir où te déplacer. Donc c'est à propos des contraintes horizontales. Maintenant, parlons des contraintes verticales. Je vais supprimer ce fichier, sélectionner ce cadre, entrer ici. Donc si vous avez étudié le design matériel de Google, vous sauriez qu'il y a ce concept d'un bouton Fab quand vous ouvrez votre Gmail. Il y a ce CT en bas à droite. Maintenant, peu importe comment j'agrandis mon écran, c'est par défaut un écran d'iPad. Peu importe comment j'agrandis mon écran, le bouton resterait toujours dans le coin inférieur droit, n'est-ce pas? Il reste toujours dans le coin inférieur droit. Si je l'agrandis depuis le coin supérieur gauche, rien ne se passe. Mais lorsque j'agrandis les choses depuis le coin inférieur droit, il répond effectivement. Vous auriez remarqué que lorsque j'agrandis les choses, le texte et la colonne, cette rangée de données entières fonctionne plutôt bien. Mais il y a ce dégradé ici qui ne fonctionne pas bien. Comment pourrais-je corriger cela? Alors essayons simplement de comprendre quelles sont les contraintes placées sur ce bouton ici. À un niveau horizontal, nous l'avons à droite, cela a du sens, parce que nous voulions rester à droite. Et ensuite à l'échelle verticale, je le mettrai en bas, puis il y a ce dégradé qui est tout déréglé. Déterminons l'emplacement de ce fichier lors de la sélection d'un cadre spécifique. Si vous appuyez sur Retour, vous sélectionneriez tous les fichiers à l'intérieur. Si je fais Shift Retour, je monterai d'un niveau dans la hiérarchie. Si j'appuie sur Tabulation, je passerai au cadre suivant. Si je sélectionne ce cadre, appuyez sur Entrée. Maintenant, je suis à l'intérieur du cadre. Si j'appuie sur Tabulation, il sélectionnera la première chose en haut. En appuyant encore sur Tabulation, je passe à l'écran suivant. Tap, 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 tap. Si je fais Retour Tabulation, je reviens en haut. Si j'appuie sur Entrée, puis sur Tabulation, je peux sélectionner un écran spécifique. Alors vérifions quel fichier est celui-là. Oh, c'est le fichier des rams latéraux. Maintenant, vous pouvez remarquer que la contrainte horizontale est à gauche et la contrainte verticale est en haut. Mais en réalité, je veux que ce dégradé s'étire et s'adapte à tous les 4 bords de l'écran. Donc je définirai la contrainte horizontale comme étant à gauche et à droite, et la contrainte verticale comme étant en haut et en bas. Maintenant, lorsque j'étire cet écran, vous vous rendrez compte que les choses deviennent plutôt cool.
droite, et les mêmes contraintes sont appliquées à cette barre supérieure. Les mêmes contraintes sont appliquées au bas, et c'est pourquoi ces choses réagissent bien. Maintenant, disons simplement que j'ai une page de cours et que je l'ai faite pour mon iPhone. Je l'ai fait pour mon iPad et un ordinateur de bureau. Ceci est la page de cours. Techniquement, le genre de données que vous voyez sur ces trois appareils est le même. Donc cette interface utilisateur, qui est mon écran, récupère essentiellement des données de l'arrière-plan. Si vous regardez vraiment de près, vous vous rendrez compte qu'il y a une seule image, un seul titre, une description. Les points sont les mêmes, mais la dynamique visuelle, la façon dont j'ai réarrangé les choses sur mon bien immobilier numérique varie d'écran. À l'écran, donc si je prends cet iPhone et que je me dis que, je veux vérifier comment ça se présente sur un Android qui est un peu plus large, observez comment les éléments se comportent bien, essayons simplement de décomposer toutes les contraintes que j'ai utilisées sur ce fichier spécifique. Je vais dupliquer ceci en appuyant sur Alt. Vérifions ces éléments un par un. Donc en bas se trouve la boîte d'informations. La contrainte est à gauche et à droite et verticalement en haut. Maintenant, pourquoi ferais-je cela? Parce que si je redimensionne ces choses, si je redimensionne sur une hauteur verticale, ça ne bouge pas. Mais regardez ceci, si je redimensionne depuis le haut, cette chose bouge. De plus, il y a aussi un concept de cadrage imbriqué, mais c'est un concept légèrement compliqué. Nous pouvons le reprendre plus tard. Maintenant, pour le petit poster, je veux que ce poster reste au centre. Et si j'augmente la largeur, je ne veux pas qu'il s'étire. Droit parce que disons simplement que je change les contraintes de centre à gauche et à droite quand j'étire cette couche. Vous réalisez que la fiche s'étire aussi parce que j'ai fixé les contraintes à gauche et à droite, mais je ne veux pas ce genre de comportement. Je veux que ces choses restent constantes, alors que l'arrière-plan qui est cette couche floue. C'est en fait un tas d'effets appliqués. J'ai mis l'image, j'ai mis un dégradé linéaire, puis j'ai mis un effet de flou. Je veux que cela s'étire de bord à bord. Donc j'ai fait cela comme gauche et droite, et verticalement comme haut et bas, parce que je veux que la fiche superposée reste intacte, mais je veux que l'effet flou reste constant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer tous ces fichiers, sélectionner cette affiche, la garder au centre. Pouvez-vous deviner quelle serait la contrainte pour ce bouton horizontalement? Je veux que ce bouton reste au milieu. Il ne devrait jamais augmenter en largeur. Donc la contrainte horizontale serait le centre, et quand nous parlons de la contrainte supérieure, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose appelé Huck Content. Ne vous inquiétez pas à ce sujet, c'est un concept de mise en page automatique. Si vous regardez la playlist Figma, vous auriez une idée de comment fonctionne la mise en page automatique. En cliquant dessus, je peux enfin voir ma contrainte supérieure. Donc, j'ai mis des contraintes similaires. Et lorsque vous donnez ces fichiers aux développeurs, vous devez être très clair sur la façon dont ces éléments réagiraient. Mais parfois, même le développeur est confus, car il est très difficile de visualiser comment les éléments s'étireraient d'un écran à l'autre. Donc j'ai un plugin vraiment très intéressant qui s'appelle Responsive. C'est un plugin gratuit, l'un des meilleurs plugins que j'ai jamais vu. J'ai appris l'existence de ce plugin grâce aux playlists de Figma. Il y a beaucoup d'informations précieuses dans la playlist des heures de bureau de Figma. Donc ce que je vais faire, c'est que quand je clique sur mon plugin Responsive. Aussi, si vous n'avez jamais installé un plugin, vous pouvez les obtenir depuis le panneau des communautés sur votre Figma. Je vais sélectionner ces trois tailles d'écran et les mettre dans mes cadres d'entrée. Cool, et je vais faire un cadre de test. C'est là que je testerai toutes ces choses. Je supprimerai tout, ferai de ceci mon cadre de test et l'entrerai dans mon cadre réactif. Maintenant, regardez ce qui se passe lorsque je réduis l'échelle. Il passe en fait d'un iPhone à un iPad à un ordinateur. Et pouvez-vous imaginer comment cela se produit? Donc, à un certain point de rupture, il a sélectionné mon MacBook Pro. Cadre, lorsque je dépasse un certain point de rupture, il passe à l'écran de l'iPad. Et ensuite, il passe à l'écran de mon iPhone. Donc, un outil assez intéressant. C'est vraiment incroyable si vous me demandez. J'ai abordé ce sujet très brièvement, parce que je voulais que vous compreniez vraiment comment fonctionnent les contraintes. Je sais bien qu'il est difficile de comprendre entièrement comment fonctionnent les contraintes à travers une seule vidéo. Mais mon intention était simplement de vous donner un aperçu de comment fonctionnent les mises en page réactives, en utilisant des contraintes verticales et horizontales. Maintenant que je vous ai présenté le concept de contrainte, je veux que vous allez sur YouTube et apprenez par vous-même sur le sujet du design réactif et des contraintes. Il y a plein de choses à venir. J'ai juste choisi un sujet pour cette fois. Il y a un tas de concepts fondamentaux que nous allons couvrir dans les 8 à 9 prochaines vidéos. Et après ces 8-9 vidéos, une fois les bases terminées, quand vous comprendrez vraiment les fondements, nous couvrirons toutes sortes d'astuces et de conseils incroyables.
et des techniques d'optimisation qui m'ont vraiment aidé à accélérer ma carrière en tant que designer UX. Si vous aimez la vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et sur l'icône de la cloche, afin que vous sachiez quand ma prochaine vidéo arrive, car vous devez rester en contact. Mettez vos doutes dans la section des commentaires, afin que je puisse y répondre. C'est Ansh Mehra, je suis un designer UX chez Zootl.com, qui est une plateforme d'hébergement d'événements virtuels. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous devriez absolument regarder ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Je dirige également un podcast appelé Take It Easy, où je parle de la vie, du design, de la carrière, et bien plus encore. Avec ça, nous terminerons cette session. Continuez à apprendre, continuez à concevoir des choses géniales, et continuez à raconter des histoires intéressantes. Je vous verrai la prochaine fois. Allô? Oui, frère. En réalité, je vous ai envoyé un WhatsApp, hésitant à vous appeler, étant un peu stressé. Oui, Ansh, j'ai vu ton WhatsApp. As-tu voyagé récemment? Non. Écoute, donne-moi 2 stylos gel, vois-tu. Le salaire que tu vises, les designers le décrochent après 5 ans d'expérience. Regarde maintenant Vichou. Il a abandonné et a appris le design. Abandonnant. Maintenant, il lutte à Mangla. Dis-moi une chose. Pourquoi n'avez-vous pas d'argent pour faire 2-3 boutons? Les électeurs et les développeurs ont un si bon salaire. Tant d'entreprises arrivent. Pourquoi devez-vous prendre des risques inutiles? Oui, je comprends ce que vous dites, mais la conception UX n'est pas si simple. Comment tant d'applications pourraient-elles fonctionner sans un bon designer UX? Expliquez pourquoi nous devrions donner plus aux développeurs. Écoutez-moi, faites votre codage et continuez à concevoir en parallèle. Quel est le problème? J'ai essayé, mais je ne peux pas coder maintenant. J'étais en fait intéressé par les films. La programmation est l'opposé complet. Maintenant, j'aime le design UX et je pense qu'il aura de la portée. Je voulais juste les faire. Je dis Max, frère, le salaire de notre père a beaucoup changé, non? Regarde, selon moi, si la chance est très bonne, alors un très bon designer pourrait obtenir 30, 35 000, mais dans un cas très rare. Et ça aussi, je dis au maximum. Frère, mon père s'attend à beaucoup. Ton père est-il un ETEX? Non. Est-il un concepteur UX? Non. Alors comment sait-il combien il gagne? Non, je veux dire, les parents ont bien des attentes, non? Alors, fais une chose. Commence à faire le papier de Geeks pour Geeks. En 6-7 mois, vous aurez suffisamment de Java pour obtenir un stage non rémunéré au début. Il y a tant d'excellentes entreprises de placement. L'année dernière, il y avait 2 fois plus d'entreprises. C'est le bon moment pour apprendre Geek for Geeks. D'accord, je verrai. D'accord, au revoir. Au revoir. Nous serons de retour tous.